Une vidéo prospective, ça faisait longtemps, pour vous expliquer ce que j'envisage pour cette année 2025. Alors je vais essayer de l'équilibrer avec du bien et du un peu moins bien. En perspective, savoir et anticiper, c'est bien, se polluer la tête, c'est pas génial. Parce que c'est un art de vivre, tu es bien sur la chaîne Vivant. On y va l'artiste. Bon, prospective, c'est parler de l'avenir. Comment on détermine l'avenir? Je vais vous dire comment je la pense qu'elle se manifeste. Si je voulais faire un peu un télo, je la présenterais sous cette forme d'équation. Toutes les influences générales, extérieures, alors ça peut être les mémoires, la culture, ce qui a été mis en place, les influences célestes aussi, le karma, c'est les mémoires en d'autres termes, fois les objets, les sujets sur lesquels s'appliquent ces influences, fois le libre arbitre des gens. Oui, nous avons un libre arbitre, et des fois on s'en sert. Fois le hasard, ou peut-être on pourrait l'appeler le libre arbitre divin. Sur les deux dernières, on peut rien faire. Le libre arbitre, tu peux pas l'influencer par définition, ni le hasard. Et les deux premiers, tu peux vaguement l'influencer, en tout cas tu peux l'observer, tu peux l'anticiper. Les influences, tu peux les anticiper, il y a des gens qui sont spécialisés dans plusieurs types d'influences, et tu peux aussi évaluer sur qui va s'appliquer ces influences, sur les objets et les personnes. Et donc, en arrivant bien à discerner ces deux choses, et t'as des tendances. Et donc, on va commencer par le gros du dossier, c'est-à-dire que nous allons vivre un nouveau mai 68. Toutes les influences sont là. Les mémoires, le ras-le-bol, le besoin énorme de changement dans chacun. Toutes les petites manifestations qui se mettent à bouillonner ci et là, plus des influences un peu plus subtiles qui ont tendance quand même à appuyer vers ce cycle-là, on risque d'avoir, non pas une manifestation, mais un truc général, un truc énorme, un truc fat, un truc qui va marquer la société pour le meilleur comme pour le pire. Et quand je dis mai 68, c'est les mêmes influences, c'est-à-dire qu'il y aura du bon et du moins bon, il y aura des marques peut-être d'un avancement social et des marques d'un progressisme décadent. Parce qu'on confond souvent bouger avec avancer, progresser avec bouger. Macron, il a dit il marchait, il n'a pas dit dans quelle direction. Il n'a pas dit qu'il marchait pas en direction du mur, ça il l'a jamais promis, il a dit moi je marche. Par contre, il nous a fait croire que progrès était égal à bouger, avancer, se déplacer. Non, c'est pas parce que tu changes quelque chose que tu vas vers le progrès. Bon, et là c'est pareil, il faut pas se... Le défi qu'on aura, si jamais il y a vraiment un raz-de-marée social et culturel qui se produit, parce que c'est social et culturel, il faudra faire travailler notre discernement pour que ça tourne au mieux pour la société dans son ensemble. Et pour cela, il n'y a pas 36 000 solutions. Si on veut passer d'un step, un pas, monter d'une marche, il faut faire différemment. Et pour faire différemment, il faut partir d'options différentes en soi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à maîtriser un peu plus notre émotion. Si on est esclave et tourbillonnant de l'actualité, on ne va pas y arriver. Le discernement, c'est d'être capable d'utiliser cette faculté mentale qui arrive à trouver le vrai, le lumineux, au milieu du foutoir. Il y a plusieurs intelligences qui convergent pour donner la clarté sur les choses. Et la clarté peut être brouillée, peut être obstruée par les émotions qui viennent s'empiéter, qui viennent carrément mettre un filtre, un calque, ou carrément un écran total, 80%, écran solaire, plus de lumière. Et du coup, on comprend plus rien. Ou alors on comprend mal et on fait plein d'erreurs. Le défi, on est des êtres émotifs, esclaves de nos émotions. Si on ne change pas ça, on aura du mal à discerner, on aura du mal à avoir la clarté, et du coup on aura du mal à prendre les bonnes décisions. Plus que il faut faire ci, il faut faire ça, faut aller dans telle direction, voter pour telle personne, établir tel plan de telle manière, libéral, pas libéral. L'outil importe moins que le porteur de l'outil. Il y a des gens qui font des miracles avec un marteau, ils sont capables de faire des sculptures incroyablement fines avec un marteau, et d'autres qui ne sont pas capables d'enfoncer un clou avec un foutu marteau. L'outil ça compte, le porteur de l'outil c'est encore plus important. Donc c'est d'abord nous, si on gagne en qualité, qu'on va aller mieux. Et peut-être c'est une opportunité, on verra ça en 2025. Et si effectivement je tape dans le mille et que ça a les influences égales à mai 68,
et ben ça veut dire que l'empreinte de ce qui va se produire, on en aura pour des décennies. Donc c'est quand même assez judicieux de faire ça bien. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en 1068 ? Il y a eu ce trop-plein, cette convergence de combats, et après, ceux qui parlent fort, c'est ceux qui dominent après. Les plus violents, machin, dans le combat, c'est eux qui sont les plus pertinents, c'est eux qui dominent, mais une fois que le combat a fait ce qu'il avait à faire, que l'énergie est sortie, bah c'est plus du tout les plus pertinents pour proposer, pour mettre en place, pour créer à nouveau. Si c'est eux qui continuent à rester avec le micro, et le haut-parleur, et l'influence, bah on arrive à un pourrissement, ce qui arrive souvent, et un délitement du mouvement. Et on n'en tire pas le meilleur parti. On espère que ce sera différent. Ah, c'est un art de vivre, je le répète à chaque vidéo, mais c'est bien ça. Bon, deuxième petite chose par rapport à une espèce de marasme un peu défaitiste et pessimiste qui traîne un petit peu sur les podcasts, j'ai remarqué, parce qu'on s'en est pris dans la tronche, on a pris le Covid, on a pris plein de choses, et ça a marqué les gens. Et moi aussi d'ailleurs. Et la chose que je voudrais souligner, c'est que parfois on se sent impuissant face aux mensonges distillés à force de milliards, à force de vieux médias, et on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe ? Où est le bon sens ? Pourquoi ça ne se voit pas ? Bah parce qu'il y a des milliards qui forcent dans l'autre sens. Premièrement, la tendance a l'air de s'inverser. Et les médias alternatifs, les médias citoyens, les médias indépendants, grattent de l'influence sur les vieux médias qui se délitent. La vérité, elle est stable, elle est solide, elle est extrêmement puissante, elle est inarrêtable, mais elle fonctionne sur le temps long. A l'inverse, le mensonge, il est rapide, il est efficace, il est violent, et dans l'immédiateté, il paraît être capable d'oblitérer la réalité. Je me souviens d'une conférence d'Idriss Aberkane qui parlait du cycle d'une idée, qu'elle était d'abord ridicule, ensuite elle devenait dangereuse, et ensuite elle devenait évidente. Une idée, une révolution, n'importe quoi, la Terre est ronde, c'est ridicule, après l'autre il fait ses calculs, c'est dangereux parce que ça remet tous les dogmes en cause, et après c'est évident pour la plupart des gens. Pareil pour le droit de vote des femmes, pareil pour plein de choses, l'électricité, pour l'usage d'internet, le bitcoin, c'est comme ça. C'est pas encore devenu évident, mais ça va le devenir, c'est en phase de le devenir. Au début c'était ridicule, c'est quoi ces geeks qui jouent au Monopoly avec leur ordinateur ? Après c'est devenu dangereux, attention, c'est la mafia qui passe par là et tout, c'est terrible. Et enfin, ça va devenir une monnaie normale, hein. Et les enfants diront, mais pourquoi t'en as pas pris au fait ? Ils diront, parce que c'était ridicule et puis dangereux. Ça c'est très très pertinent. Et je pense que le mensonge fonctionne exactement à l'inverse. La vérité ou un fait, il est. Il n'essaye pas d'être. Il n'essaye pas de paraître. Or, le mensonge essaye de paraître. Le mensonge, il essaye d'être crédible et probable. Donc il paraît d'abord évident. Et c'est pour ça qu'il y a cet effet de sidération, d'oblitération. On se demande comment c'est possible. Si on a percuté que c'était un mensonge, il a une force d'occultation qui est forte. L'injection protège de la transmission. Et donc, vous pourrez pas voir vos grands-parents. Et donc, il y aura des passeports, il y aura des classes d'individus, il y aura une forme d'apartheid entre les gens. Et donc, il y en a qui pourront circuler, d'autres non. Et on en est resté là, mais il y en a qui parlaient de faire des choses encore pires. Pourquoi ? Pour un mensonge. Mais il prenait toute la place. Et puis après, il en prenait moins. On a vu, oulala, attendez, c'est dangereux de faire ça, parce que si c'est faux, c'est très dangereux. Déjà, si c'est vrai, c'est limite. Mais alors, si c'est faux, c'est dangereux. Parce qu'en plus, il y a des gens qui pensent être protégés et qui foutent le bordel un peu partout, qui ont le droit de voyager et de disséminer le virus, c'est un problème, c'est dangereux. Et bientôt on se dira, non mais oui, non mais en fait on disait pas ça, non mais c'est évident que ça transmet pas. On n'y est peut-être pas encore. Mais si on prend un problème plus vieux, le nuage de Tchernobyl, mes chers amis, s'est arrêté aux frontières suisses. Mais alors les montagnes suisses ont tout arrêté. Et il n'y est rien arrivé dans les montagnes françaises, il y a un jet ultra puissant. Vous voyez le Dyson quand vous nettoyez vos mains comme ça là ? Pareil, un mur d'air, ça a tout arrêté. Les douaniers sont stricts et formels, le nuage n'a pas passé la frontière. C'est évident. Et vous demandiez à tout le monde dans la rue, non, il n'est pas arrivé en France. C'est évident, ça a été dit à la télé. Pourquoi mentirait-il ? Je vous signale que c'est des docteurs. Est-ce que tu es météorologue, toi ? Est-ce que tu es professeur en physique nucléaire ? Je ne crois pas. Donc, la Suisse, oui, la France, non. Après, il y en a qui se sont rendus compte que c'était peut-être pas forcément juste, le mensonge se délite, et ça crée un danger. La création de la CRIRAD, ils ont fait des analyses, ils ont fait c'est quand même bien passé pour un truc qui est pas passé là. Et maintenant, c'est devenu ridicule, comment vous avez pu croire à ça ?
Bien sûr qu'un nuage, ça s'arrête pas aux frontières. Comment vous avez pu croire ça? On ne comprend pas. C'est ridicule. C'est même pas quelque chose qui va rentrer dans le domaine de réflexion. Un mensonge, c'est d'abord évident. S'il est bien fait, il est fait pour ça, en tout cas. Puis dangereux, parce que ça crée un schisme par rapport à la réalité, et du coup, ça, c'est dangereux. Il faut le colmater, il faut en tout cas en prendre conscience, il faut le corriger. Et ensuite, quand la mascarade est révélée puis digérée, et que les dangers se sont dissous, c'est ridicule. Tout ça pour dire que faut non pas garder espoir, parce que j'ai fait une vidéo contre l'espoir, hein. Garder la confiance et la foi, parce que il n'y a pas à projeter, espérer quoi que ce soit. C'est comme ça que ça marche, c'est une loi. Le mensonge ne s'appuie sur rien. Donc il ne peut pas perdurer. C'est impossible. Tu t'appuies sur un château de cartes, sur la seule volonté de quelques individus, et sur les failles d'autres. La vérité, elle s'appuie, elle est la réalité. Donc elle est inébranlable, inarrêtable, elle est juste occultable. Mais elle est toujours là. Et quand le château de cartes s'effondre, le rideau se dissipe. Donc il faut garder la confiance, il faut garder la foi. Et se rappeler de cette formule, c'est d'abord évident, ça devient dangereux, et là, il faut faire ce qu'on a à faire pour que ça devienne ridicule. Et dissiper le danger. Ce qui est mensonge, qui est en dehors de la vérité, se dissolvera tôt ou tard. Si les individus s'appuient sur la vérité, ils seront la tête de pont de la réalité. Vous imaginez la puissance que ça donne? Faut juste être conscient qu'on va se prendre les vagues, en tant que tête de pont, on va se prendre les vagues dans la tronche. Et il faut être prêt à résister à ça. Mais si on tient bon, le bateau, lui, il va jamais s'arrêter. Et il va triompher. Et puis de manière plus terre à terre, je voulais te donner un mot parce que on parle beaucoup de la chute économique, de la chute des entreprises, de la difficulté qu'on a en France avec les impôts et tout ça. Et en fait, il y a quand même deux choses qu'il faut relever. La première, c'est que en France, à l'heure actuelle, j'enregistre ça en tout début 2025, vous voulez faire quelque chose, vous pouvez le faire. Dans quasiment tous les domaines légaux. Si vous voulez construire une fusée, vous pouvez le faire. Si vous en avez les compétences, vous allez trouver même les compétences annexes. Si vous allez dans plein de pays du monde, la plupart des pays du monde, c'est impossible. Vous ne trouverez pas les gens, vous ne trouverez pas le matériel, vous ne trouverez pas les structures. Vous pouvez quasiment tout faire. Le plus dur du plus dur, ça va être d'être capable de surmonter le mur administratif. Il y a le mur du son, c'est difficile à passer le mur du son. Le mur administratif, à côté, il est en parpaing. Et ensuite, tu as le mur des taxes. Ah, celui-là aussi, il fait mal, il faut être bien profilé. Très très bien profilé. Et en fait, pour résister en France, il y a une sélection qui s'opère. Ceux qui arrivent à entreprendre quelque chose, à employer des gens, ils arrivent à payer plus de taxes que n'importe quelle personne dans le monde. Vous imaginez? Ça veut dire qu'ils sont forcés d'optimiser mieux que tout le monde ou d'avoir des meilleures idées que tout le monde pour faire un résultat égal ou inférieur. En fait, les entrepreneurs français sont des extrémophiles, sont des organismes extrémophiles. Vu qu'on a les taux d'imposition et de taxes les plus grands au monde, on se développe dans un milieu extrêmement hostile et ça développe des gens qui sont capables d'optimiser, qui sont capables d'innover, qui sont capables de sortir des trucs incroyables. Et ça, c'est une grande force latente chez tous les Français. Et tous les Français, ce sont tous ceux qui ont grandi en France dans cet état de fait. Il y a plein d'autres pays, si vous voyagez, vous demandez pourquoi ils font des trucs à l'arrache, c'est pas optimisé, en Inde, c'est un peu ça, Tu te dis, waouh, pourquoi vous faites ça? Vous faites un trou au milieu de la route, les amis. Il n'y a pas de lumière. Mettez des barrières, signalez-le. Il y a des gens qui vont tomber dedans, il y a des voitures qui vont tomber dedans. Non, il n'y a pas de trottoir, je marche. Je reviens, il fait noir, je descends d'1,50 m. Heureusement que j'ai les genoux solides et j'ai des sacrés réflexes. Je fais, là aussi il y avait un trou, d'accord. Heureusement qu'il n'y avait pas des tuyaux et des barres en fer en dessous. Ça, enfin, c'est pas possible. Et ça, c'est au niveau pratique, mais au niveau organisationnel, c'est exactement pareil. On a ça en nous, on est câblé comme ça. Et peut-être à cause de la difficulté du climat dans lequel on évolue. C'est la phase positive, parce qu'on parle de la phase négative, j'avais aussi envie de vous parler de la phase positive de cette médaille. Un autre point sur lequel je voulais vous causer, c'était Mr. Elon Musk. Je n'ai a priori rien contre ce monsieur, que je trouve talentueux, couillu,
et impliqué dans ce qu'il fait. Mais je voulais juste rapporter objectivement l'étendue de son pouvoir actuel. Parce que je crois qu'on n'en a pas bien conscience. Même moi, en faisant la liste, je me suis dit, oula, c'est chaud. Je sais pas si dans l'humanité, quelqu'un a eu autant de pouvoir, en réalité. Le mec détient l'une des plus grosses boîtes de bagnoles au monde, Tesla. Enfin, détient, la contrôle. Pas lui qui l'a créé, au passage. Avec ces voitures, il collecte énormément de données. Je sais pas si vous avez vu ces bardées de caméras. Ça va être sûrement les premières voitures à être autoconduisantes, avec des voitures autonomes. Donc, il prend déjà un énorme flux d'informations par ce biais-là. Par l'entreprise SpaceX, il a massacré le marché spatial. Enfin, il a baissé au prix au kilo pour envoyer en orbite. Il l'a baissé par 100. Il a inventé une technologie de ramener des fusées. C'est le seul à le faire. Il fait 130 fusées, nous on a fait un tir. L'Europe a fait un tir d'Ariane 6 cette année, et un tir de Vega C. Et un autre tir qui a foiré. Vega C, c'est la petite fusée. Lui tout seul, il a tiré 134 fois, je crois. Tu vois le délire. Bientôt il va sortir le Starship, qui va être opérationnel. Là, ça va être encore un autre monde. Plus personne pourra le concurrencer. Il pourra envoyer des quantités astronomiques dans l'espace. Et ça, j'ai jamais entendu trop ailleurs, peut-être sur une chaîne. Il aimerait être capable d'envoyer 200 tonnes, voire 400 tonnes, si elle n'est pas réutilisable complètement, le Starship. Ça veut dire que, je sais pas si tu avais déjà une bombe de 3 tonnes, combien ça fait de dégâts, mais 400 tonnes de bombes envoyées en 30 minutes sur n'importe quelle zone de la Terre, à plus de 20 000 km/h, c'est-à-dire hypersonique, c'est dangereux. La capacité de destruction est énorme. On pense toujours Starship à envoyer des satellites, mais le Starship, ça envoie ce que tu veux, où tu veux. Mais ça en envoie beaucoup. Donc Starship pour le meilleur et pour le pire. Tu peux envoyer des télescopes et tu peux envoyer des bombes. Ensuite, il a racheté X, donc le plus gros média du monde, presque, voire c'est lui. Alors normalement, il fait pas d'ingérence, mais ça, on est obligé de le croire. Par là, il peut récupérer une somme faramineuse de données encore. Il détient la seule connexion Internet sur toute la planète par satellite. Ça s'appelle Starlink. Alors, monsieur Elon Musk possède plus de la moitié des satellites de l'humanité. Sachez-le. Il est capable de vous foutre Internet peu importe où sur la planète. Mayotte, elle est rasée, il est capable de te mettre de l'Internet en 2 jours. Ça aussi, c'est du pouvoir. Et là encore, toutes les données qu'il peut amasser et les faire circuler. Là, tu peux amasser des données, contrôler les flux de données et les faire circuler. Incroyable. Ensuite, il a acheté des supercalculateurs qui sont les plus puissants du monde, tout simplement. Et il va pondre l'IA la plus puissante du monde. Alors, ce qui, moi, personnellement, me rassure dans son discours, et que j'ai trouvé très, très intelligent, c'est comment tu sais, ils sont tous à débattre comment on va faire pour pas mourir à cause de l'IA qu'on est en train de créer. Grosse discussion, parce que dans l'immédiat, on ne sait même pas ce qu'on est en train de faire, donc on ne comprend pas comment elles fonctionnent, et elles sont en train de devenir de plus en plus puissantes de manière exponentielle. Et en fait, il a dit un truc qui va refléter avec ce que j'ai dit auparavant. Il va lui mettre comme point cardinal la vérité. Et ça, je trouve ça très smart. Voilà. N'en reste pas moins qu'il va créer probablement l'IA la plus puissante du monde très vite. IA qui pourra gérer toutes les données qu'il a pu recueillir par avance, par les voitures, par les satellites, par Twitter. S'il fabrique un portable, ce qui, à mon avis, devrait arriver par le portable. Il est aussi l'euro propriétaire de Neuralink, une interface cerveau-machine pour entrer dans la prochaine ère de Terminator, ou faire remarcher des gens au choix. En gros, c'est d'être capable de brancher son cerveau à un ordinateur. Ça, c'est une jolie vue d'artiste, mais concrètement, ça ressemble à ça. Là, c'est moins glamour.
Alors il y a des gens qui avaient perdu des capacités cérébrales, physiques, nerveuses en tout cas, qui vont les retrouver de ce fait-ci. Mais les inventions dégueulasses, tu peux parler du clonage, tu peux parler de tout ce que tu veux, l'hybridation, la chimérisation, encore pire, ils vont tous te parler de bénéfices pour quelques rares maladies ou rares accidents. On commence toujours par là, c'est toujours le point d'entrée, et après, ça part dans tous les sens. Et je déconseille d'acheter ça. Et pour moi, c'est une erreur fondamentale. Parce que tu peux pas essayer d'améliorer quelque chose, à savoir l'humain, si t'as pas compris comment il fonctionne. On connaît pas les capacités de l'être humain. On maîtrise pas nos émotions, on maîtrise pas notre mental. Il y a des choses que certains humains ont débloquées, qui sont fantastiques. Des gens qui arrivent à faire des calculs pas possibles, des gens qui arrivent à faire 10, 20 choses en même temps. Il y a des yogis qui sont capables de faire 100 choses en même temps. Des choses extrêmement dures, composer de la musique, résoudre un calcul, chanter, réciter un poème, résoudre un Rubik's Cube en même temps. Enfin, des trucs hyper durs en même temps. Ces capacités, elles sont latentes, elles sont là, on les utilise pas. Tu peux pas dire je vais améliorer quelque chose dont on sait même pas l'envergure. Parce que tu risques de le détruire en réalité. Tu risques de le limiter pour de bon. C'est comme si tu avais une voiture et que tu n'avais jamais compris qu'il fallait démarrer pour rouler. Et toi tu te dis, ouais, c'est vachement bien dans les descentes, tu la pousses et elle roule à 30 à l'heure. Bah par contre en bas c'est chiant, faut la remonter. Le jour où tu découvres la clé et qu'il faut mettre de l'essence dedans, t'es content quand même. Mais je pense que c'est un peu ça le corps humain, l'esprit humain, en tout cas l'être humain. On en maîtrise un pouillème. Et on va s'amuser à l'augmenter. Tu peux pas augmenter quelque chose dont tu ne connais pas le début et la fin. Tu vas juste le casser, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est tendancieux quand même. Mais c'est là. Et là encore, je peux te dire que le nombre de données que tu vas pouvoir récupérer si tu as un tel système planté dans le cerveau, c'est carrément tes pensées, tes émotions en instantané. Et une des dernières inventions, c'est le robot Optimus, qui est produit par Tesla. Alors c'est un Android, c'est comme dans Terminator. On est bien, il va pouvoir faire à peu près tout ce que font les êtres humains. Donc on a les androïdes, on a l'intelligence artificielle, on a la puissance, on a les données, on a les Neuralink, on a le spatial, on a l'information via Twitter. On a un rapport très 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 puissant avec le complexe militaro-industriel puisque il envoie des satellites, ça veut pas dire qu'il soit pour, mais en tout cas il a des contrats avec eux. Et maintenant il est tout proche du président. Et il va avoir un haut poste dans l'administration américaine. C'est pour vous dire que ça ne dit pas que c'est un méchant type. Ça dit que c'est un type qui a un levier d'action colossal et que les dérives possibles sont également colossales. En pensant à lui, je me suis dit, mais il y a toujours cette phrase, parce que des fois je parle de maître indien, tu sais, comme Sadhguru, mais comme d'autres aussi. Et j'ai souvent le commentaire attention les faux prophètes, c'est une phrase de la Bible, parce que ça prévoyait que dans un futur, d'ailleurs je crois dans l'Apocalypse, il y aurait des faux prophètes qui se manifesteraient. Et en fait, tout le monde a toujours en idée que le faux prophète, il aurait une barbe et une robe en fait. Il se présenterait comme Jésus bis. Salut c'est JC, au cube. Ça va? Et non, il vit dans notre temps. Et en fait, prophète, il l'est. Il crée des prophéties. Il dit, je pense que le monde va aller comme ci, comme ça. Pour certaines choses, il a raison. Pour certaines autres, il n'a pas forcément, je pense, raison. Et ça ne veut pas dire que les faux prophètes, attention, ce seront des très méchants qui voudront vous duper, qui voudront vous terrasser, qui voudront servir le mal. Ça veut dire, c'est des faux prophètes. C'est-à-dire qu'ils disent des conneries. Et qui, a priori, il ne faut pas les suivre. Discernement. Une fois encore. Et un faux prophète à l'heure actuelle, enfin en tout cas un prophète, c'est un prophète. The Geek Prophet. Concernant l'humanité, mieux vaut suivre quelqu'un qui connaît l'être humain que quelqu'un qui connaît le business et l'industrie. Lui, il est très fort en business, en industrie, en technologie. Là-dessus, à mon avis, il est très 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 pertinent. Et là, peut-être ses prophéties sont tout à fait dignes d'intérêt.
pour ce qui est de l'avenir de l'humanité, je suis pas sûr qu'il sache comment lui-même fonctionne. Je suis à peu près sûr qu'il sache pas comment lui-même fonctionne. Il dit lui-même qu'il est pas spécialement content d'être lui-même. Donc c'est qu'il y a un moment donné où ses enfants, ils ont des noms de téléphone, quoi. X, je sais pas quoi, là. Et sa femme a loué un ventre, enfin lui et sa femme ont loué un ventre pour faire l'un de leurs enfants. Pour les questions humaines, il n'est pas forcément pertinent. Faut pas lui confier des prérogatives qu'il n'aurait pas, quand bien même il est spectaculaire, parce que ce qu'il fait, ce sont des miracles contemporains. Et ça en jette, ça claque. Il est milliardaire, il sera peut-être un jour trillionnaire. Ça claque, le gars, il rattrape des fusées de 1000 tonnes, avec des chopsticks. Ça claque, c'est un miracle. Mais pour la technologie, oui, pour l'humanité, peut-être pas. Moi je dis non, carrément. Et pour terminer cette petite prospective 2025, eh bien, je terminerai sur la notion de bataille de l'information. Il y a beaucoup de gens qui se focalisent sur cette bataille de l'information. C'est très important, à n'en point douter. Mais ça n'est pas le point cardinal, à mon sens. Le point cardinal, c'est l'état de conscience d'une personne, l'état de conscience d'une société. Si une personne est dans un certain état de conscience dégradé, apeuré, autodestructeur, tu peux lui donner la vérité en information, il n'en fera rien. D'ailleurs, l'information est toujours disponible en général, seulement elle est refusée. Tu peux toujours donner la bonne information à une personne qui est, qui est dépressive, qui est tamasique, hein, on dit dans les Védas, obscurcie. Notre écran, notre conscience est obscurcie. Tu ne peux pas absorber, tu ne peux même pas la prendre avec ta conscience, la vérité. Tu ne peux pas en faire quelque chose de bien. A contrario, quelqu'un qui est élevé, qui est structuré, qui est léger, qui est heureux, qui a une capacité à ne pas laisser rentrer les turpitudes extérieures en lui, qui est capable de rester calme un peu plus au milieu de la tempête, lui, il pourra digérer les informations, bonnes comme mauvaises. Et tu le vois, hein, la même personne, la manière dont tu vas lui dire quelque chose, le jour où tu vas lui dire quelque chose, tu vas lui donner la bonne truc, il va pas la vouloir. En ta présence, il se sent grandi, il se sent respecté. Il va vouloir t'écouter. Et il va ouvrir d'autres oreilles dans son corps qui vont permettre de traiter les informations différemment. Il va être capable de plus de bon sens. D'être dans un état de conscience dégradé nous éloigne du bon sens. Et c'est ça en priorité qu'il faut qu'on retrouve et qu'il faut qu'on améliore. C'est l'impact majeur de l'ère Covid, c'est d'avoir dégradé notre niveau de conscience. Ça nous a mis une tarte, ça nous a un peu sidéré, qui qu'on soit. Hein. Si on arrive à faire un petit peu un pas vers on va mieux, sans absorber trop d'informations négatives. Attention aux actualités, attention, même si c'est factuel, attention à pas bouffer trop de la merde. La malbouffe mentale, ça existe. Hein. Parce que on me rétorquera souvent, oui, mais c'est vrai. Ok, peut-être, mais il y a 1 milliard de choses, des trilliards de choses qui sont vraies, positives, élevantes, et bien plus importantes que tu ne prends pas en compte. Notamment parce que tu absorbes le vrai négatif, le vrai tamasique. Si tu deviens spécialiste de ce qui va pas, tu vas le faire rentrer en toi. Hein. L'Ayurveda le dit tout le temps. Hein. On se frotte au monde, on se frotte aux attributs du monde, aux qualités du monde, et ça nous pénètre. Sauf à avoir une maîtrise absolue, ce qui est extrêmement rare, et d'arriver à être capable de filtrer tout ça, de transmuter tout ça. L'immense majorité de nous, quand on se frotte aux qualités du monde, on est poreux à ces qualités. Si on est toujours en train de fouiller le caca, on va sentir le caca. Les attributs nous pénètrent. C'est pour ça qu'il faut absolument équilibrer ça, avoir conscience des choses, celles qui vont pas, mais pas se droguer à ça, pas se doper à ça. Ça va avoir une influence énorme sur la qualité de notre conscience, donc de notre bon sens, et donc notre capacité à recruter notre discernement. Et c'est ce que je nous souhaite pour ce mai 68 bis. Peut-être ce sera en mars 68 bis, parce qu'après quand il fait trop chaud, les gens ils ont plus de force. Pour ça qu'il y a plus de grèves en hiver. Hein. Les gens se caillent les couilles, mais en fait ils ont plus de force. Alors qu'en été, tu vois, c'est ce que dit l'Ayurveda aussi, hein, t'es
la chaleur enlève la force. Donc c'est pour ça que tu peux faire passer des trucs en mois d'août, ça passe. C'est les vacances, faut aller se rafraîchir. J'ai dit beaucoup de choses. Si t'es arrivé jusqu'au bout, j'espère que ça t'a intéressé. C'est une vidéo un petit peu exceptionnelle. D'ailleurs, t'as vu, j'ai un joli son, un nouveau micro, je parle, ça s'entend bien, il n'y a plus un son éclaté comme avant. Sur ce que je te souhaite, c'est de mettre en valeur ce que tu es, d'élever cette conscience, d'élever le curseur, pas changer, de rester toi, d'être plus toi.